Salut tout le monde, bienvenue dans le nouvel Octogone. Béatrice Rosen n'était pas disponible pour celui-ci, mais elle vous salue. Et on a dû donc attendre un petit peu, je voulais que l'actualité se développe. On en sait donc plus maintenant, on est dans un état de guerre en réalité entre Israël et le Liban. Même si de nos jours on ne déclare plus de guerre, les échanges correspondent à une situation de guerre. Mais ça ne signifie pas encore que l'escalade a atteint son paroxysme et qu'on est comme en 2006. Cela dit, l'objectif politique de Netanyahou est d'arriver à une situation comparable à 2006 et évidemment d'embarquer l'armée là-dedans, alors que l'armée sait très bien qu'il n'y a pas d'état final recherché intéressant pour l'armée israélienne dans un scénario à la 2006. Et elle le sait d'autant mieux que 2006 a été une défaite d'un point de vue géopolitique, c'est-à-dire quand c'est un match nul, c'est une défaite. Surtout face à dans une guerre asymétrique. Et il n'y a pas de situation où Israël pourrait prétendre avoir un état final recherché, un objectif de guerre précis au Liban. Et pourtant, évidemment, Benjamin Netanyahou veut aujourd'hui faire sombrer son pays dans ce genre de scénario qui n'aurait jamais pu passer ni par un vote, bien sûr, ni par une consultation de l'armée. Mais aujourd'hui, quand même, l'opinion populaire serait favorable à une intervention au Liban d'une très courte majorité, mais serait favorable. Et c'est clairement ce que Netanyahou recherche. Alors, on va faire le point là-dessus. On a déjà plus de 3000 blessés, 275 morts. Donc les frappes se sont intensifiées dans le sud Liban. On a eu donc des actions militaires, des frappes aériennes avec certaines explosions secondaires, donc dans certains cas qui ont bien sûr touché des dépôts de munitions, mais pas que, il y a aussi beaucoup de victimes civiles. La réponse du Hezbollah a consisté à frapper davantage en profondeur en Israël jusqu'à toucher la ville de Haïfa, ce qui a bien sûr eu comme conséquence de galvaniser l'opinion publique israélienne en faveur d'une invasion du Liban, donc comme en 2006. Pour l'instant, donc, on a dépassé les 275 morts et entre 1000 et 3000 blessés selon les sources. On serait plutôt proche de 2000 blessés des sources que j'ai compulsées, mais bon, pour l'instant, c'est ce qui arrive. Rien qu'une seule frappe à Beyrouth a tué 37 personnes. Et il y a eu donc plusieurs demandes d'évacuation de la part d'Israël, donc soit par ce qu'on appelle des papillons, des morceaux de papier, des tracts balancés par avion, soit par des appels téléphoniques ou des communications diverses, mobiles, etc. La Chine a fait savoir à ses ressortissants qu'ils devaient quitter et Israël et le Liban le plus rapidement possible. Le Liban, ça avait déjà été envoyé. Pareil, les États-Unis avaient envoyé à leurs ressortissants qu'ils devaient quitter le Liban le plus rapidement possible. Maintenant, c'est Israël aussi. Et les vols sont bloqués, donc la situation de guerre économique envers Israël va évidemment s'aggraver. Et ça, c'est dans l'intérêt bien sûr de l'Iran, mais pas qu'il y ait une escalade non plus trop incontrôlable dans la région. Alors la Russie a fait savoir qu'elle considérait que ça allait créer une situation de guerre, et c'est bien parti pour aller dans cette direction en effet. Avec aujourd'hui, d'ailleurs sur le plan diplomatique, hein, on le voit, et ça Pascal Boniface l'a très bien analysé, l'Inde se rapproche de plus en plus de la cause palestinienne. Bien sûr, on a eu aussi dans l'actualité les locaux d'Al Jazeera en Cisjordanie qui ont subi un raid de l'armée israélienne et qui ont été obligés de fermer. Ce qui pourrait laisser penser qu'une opération en Cisjordanie se prépare, bien entendu. Là aussi, on sait que c'est dans l'agenda du Likoud d'obtenir une extension, mais c'est encore une fois la raison pour laquelle beaucoup de généraux israéliens s'opposent, au Likoud et à Netanyahou en particulier. Là, ça plongera Israël dans le complet inconnu, à savoir une guerre longue. Sur plusieurs fronts, ça c'est arrivé par le passé, mais une guerre longue sur plusieurs fronts, ça n'est jamais arrivé, avec une dimension économique très importante qui, là aussi, n'est jamais arrivé dans l'histoire d'Israël. Il n'est pas arrivé d'avoir une guerre longue, avec une pression économique, un embargo long, et sur plusieurs fronts à la fois. Soit c'était guerre courte sur plusieurs fronts, soit c'était guerre courte avec embargo économique, mais les trois à la fois, donc guerre courte avec embargo économique, bien sûr, c'était la guerre d'octobre, la guerre du Kippour. Guerre courte et sur plusieurs fronts, c'était la guerre des 6 jours. 6 jours, comme son nom l'indique, c'est une guerre courte. Mais là, avoir une guerre longue avec pression économique sur plusieurs fronts et avec la Russie qui va s'en mêler, au moins en ce qui concerne la possibilité d'armer l'Iran, qui du coup armera
le Hezbollah ensuite. Ça, c'est complètement nouveau. Et d'un point de vue géopolitique, ça fait absolument aucun sens pour Israël. Mais il suffit que l'opinion publique soit favorable, et c'est vrai que l'opération des beepers explosifs a créé un véritable prestige en Israël, qui fait que l'opinion publique maintenant se dirait, voilà, le Hezbollah est affaibli. Alors ça aussi, ça se discute. C'est 4000 blessés, donc, et c'était moins de 20 morts pour l'opération des beepers. Que ça ait vraiment affaibli le Hezbollah, c'est sujet à caution, d'un point de vue complètement détaché et géopolitique. D'autant que, bien entendu, ça va créer des vocations, avec encore plus de gens qui vont vouloir s'enrôler dans le Hezbollah, sans parler du fait qu'une invasion du sud-Liban renforcerait les rangs du Hezbollah immédiatement. Donc c'est compliqué même de déterminer si c'est pas en fait une décision politique d'avoir déclenché l'opération des beepers à ce moment-là, pour ensuite embrayer sur une opération plus vaste et une invasion du Sud-Liban. Et si c'est pas au fond Netanyahou qui aurait demandé à la manne de faire ça, qui aurait ordonné au renseignement militaire de faire ça, alors que le renseignement militaire aurait voulu se garder cette opération sous le coude, même si, comme vous l'avez vu dans notre interview avec Éric Denessé, il est possible aussi que les Israéliens se soient dit peut-être qu'on est à 2 doigts de se faire griller sur cette opération, et mieux vaut faire sauter maintenant que jamais. Bon, mon opinion personnelle, mais ça vaut ce que ça vaut, et je vous encourage pas forcément à l'adopter sans réserve, mais en l'état de ma revue de presse, mon opinion personnelle, c'est que c'est une décision politique, que l'histoire de « il fallait le faire maintenant parce que sinon on allait se faire griller » est bidon, et qu'elle aurait plutôt été fuitée par Netanyahou pour faire croire à Israël et à son opposition que c'est pas une décision politique de sa part de faire l'opération des beepers pour faire escalader la guerre, et que c'est juste une opération rationnelle, une décision rationnelle parce que l'opération était à 2 doigts d'être éventée, alors il fallait faire sauter les beepers maintenant. Mon opinion personnelle, c'est que vraiment, c'est du pipeau l'histoire que ça allait être éventé et qu'il fallait faire sauter maintenant. Il me semble exact que c'était pas intelligent de la part d'Israël de déclencher les beepers à ce moment-là, pour un actif qu'ils avaient. Mais que donc du coup, si c'était pas intelligent de le faire maintenant, et que très peu de jours après, on a une escalade qui peut mener à une guerre et dont la diplomatie russe dit qu'elle est en train de mener à une guerre, eh bien, ce à quoi on assiste, c'est vraiment à une utilisation politique d'un actif du renseignement militaire israélien par Netanyahou pour obtenir son but politique, qui est une guerre régionale plus globale qui forcera les États-Unis à intervenir. Et d'ailleurs, les États-Unis sont déjà en train d'intervenir, ils ont déjà renforcé leur présence dans la zone. Alors, je vous lis la dépêche. L'armée israélienne a annoncé samedi soir avoir frappé environ 400 lanceurs du Hezbollah, dont des milliers de sites de lancement avec des dépôts de munitions. C'est vrai que certains dépôts de munitions ont été touchés, mais pour le reste, c'est plus compliqué de savoir si ce ne sont que des cibles militaires qui ont été touchées en effet. Et j'en doute très fort. Plus tôt dans la soirée, le contre-amiral Daniel Hagari a déclaré que Tsahal étendait son action au sud du Liban après avoir détecté que le Hezbollah, je cite, se préparait à tirer en direction d'Israël. De nombreuses explosions ont été observées depuis la frontière de l'État hébreu. Selon un bilan provisoire, ces frappes ont causé en 48 heures la mort de 37 personnes et fait près de 3000 blessés. Ça, c'était les premières informations qu'on avait. Aujourd'hui, on est plus proche de 275 morts, mais en fait, ça aurait sans doute été seulement 2000 blessés. Ibrahim Akil, fondateur de la force d'élite Al-Radwan, son adjoint Mahmoud Werbe et tout l'état-major de cette unité spéciale figurent parmi les victimes de cette attaque. On pense aussi qu'il y aurait eu le chef du Hamas, Yahya Sinwar, dans ces derniers événements, qui auraient été tués, même si ça n'a pas été confirmé par le Hamas. Des Libanais ont abandonné leurs appareils électroniques par crainte de nouvelles explosions, bien sûr, après l'affaire des beepers. Le département d'État américain a appelé ses ressortissants à quitter immédiatement le Liban tant que des options commerciales étaient encore disponibles. Ce même samedi 21 septembre à Gaza, Israël a frappé une école accueillant des réfugiés, faisant au moins 22 morts, 13 enfants et 6 femmes, dont une femme enceinte, a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé gazaoui Mahmoud Bassal. L'IDF a affirmé qu'il ciblait un centre de commandement du Hamas utilisé selon eux pour planifier et mener des attaques terroristes, évidemment. En Cisjordanie, une vidéo a fait surface dans laquelle on peut voir des soldats israéliens poussant des corps depuis le haut d'un toit d'immeuble. Des images que la Maison-Blanche a qualifiées de profondément préoccupantes.
Là aussi, on voit un changement de rhétorique du point de vue américain parce que, mine de rien, les démocrates, essaient de courtiser des voix pro-palestiniennes, même si, ça semble très compromis. Et on est loin de la rhétorique initiale, notamment quand Joe Biden avait repris l'histoire fausse des 40 bébés, comme vous vous en rappelez. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, a déclaré que si ces images sont authentifiées, il s'agirait clairement d'un comportement odieux et d'une violation flagrante de la part de militaires professionnels. Cela dit, et c'est aussi pour ça que Netanyahou avait besoin d'un succès politique aussi important que l'affaire des beepers, qu'il a donc, soyons clairs, instrumentalisé pour augmenter sa cote de popularité. En Israël, les manifestations contre Netanyahou continuent. Évidemment, elles ont été, enfin continuaient, devrais-je dire, elles ont été arrêtées net par l'escalade avec le Sud-Liban. En Israël, je lis la dépêche, des manifestations antigouvernementales appelant à la libération des otages se poursuivent dans les principales villes du pays pour la 3e semaine consécutive. Les familles des otages continuent d'accuser le Premier ministre israélien de vouloir prolonger le conflit au détriment d'un accord de libération. Nous avons averti qu'il fallait soit un accord, soit une escalade régionale, et que le retour des otages devait être la priorité absolue. Mais maintenant, tout le monde voit que Netanyahou a choisi l'escalade régionale. J'insiste, c'est une mère des otages qui parle. Tout le monde voit, mais maintenant, tout le monde voit que Netanyahou a choisi l'escalade régionale et a décidé de sacrifier les otages sur l'autel de la préservation de son pouvoir, a déclaré la mère d'un des otages toujours captifs. Bien sûr, ce genre de déclaration ne peut se faire que dans Haaretz, parce que journal de gauche. Donc vous voyez que dépêche après dépêche, octogone après octogone, je vous signale que la liberté de la presse en Israël est complètement incomparable à ce qui se fait en Occident, que ce soit en extrême Occident, aux États-Unis et en Europe, pas en Russie évidemment, qui demeure un pays occidental par opposition à l'Inde et à la Chine par exemple. Et le seul pays occidental des BRICS, à part le Brésil bien sûr. Donc il est complètement admis que Netanyahou instrumentalise la situation, veut obtenir une escalade régionale, et vous avez donc une mère des otages qui le dit de la façon la plus claire possible. Je n'ai vu aucune émission en France qui disait, alors peut-être sur certains médias, plan-plan, mais quand même un peu de gauche, je pense à Blast et aux médias. Oui, là, ils ont dû dire quand même, ils ont dû admettre que Netanyahou cherchait l'escalade régionale. Mais bon, en France, vous n'aurez pas ce genre de déclaration. Là, c'est une déclaration qui est clairement admise en Israël, parce que c'est la réalité. Soyons très très clairs. Donc, mon opinion, c'est que Netanyahou a utilisé les beepers pour redorer son blason, que d'un point de vue purement militaire, si on regardait le moment pour Israël de déclencher cette opération, c'était pas du tout le meilleur, et que l'histoire le Hezbollah était à 2 doigts de découvrir le poteau rose et fallait qu'on les utilise maintenant ou jamais est complètement bidon, et que ça a été fuité par les services de Netanyahou pour justifier d'avoir eu ce tempo, parce que si vraiment ça avait été ça, il n'y aurait pas eu d'escalade juste après. Il n'y aurait pas eu des frappes massives qui, alors là, ont fait un nombre de morts incomparable. J'ai dit 275 morts. Contre moins d'une vingtaine pour l'opération des beepers, qui nous montre bien à quel point les représailles ciblées, comme beaucoup d'analystes l'avaient bien sûr défini, analysé, étaient à la portée de la manne et du gouvernement israélien, mais que c'est vraiment Netanyahou et bien sûr Ben Gvir et Smotrich qui ont choisi délibérément d'utiliser une machette là où ils auraient pu utiliser un scalpel, et que d'autres généraux israéliens s'en rendent bien compte, et même d'autres officiels israéliens comme Ehud Olmert, et raison pour laquelle ils critiquent à ce point Netanyahou. Je vous rappelle aussi que il faut bien sûr souligner que Netanyahou, comme Pokémon politique en Israël, c'est un Pokémon très particulier. C'est de très loin le Pokémon qui exploite le mieux l'antisionisme d'un point de vue politique. C'est quelque chose qu'énormément d'opposants à Netanyahou ne comprennent pas, que l'immense majorité des Israéliens ne comprend pas. Netanyahou est le politicien israélien dans l'histoire du pays qui exploite le mieux l'antisionisme à des fins politiques. Netanyahou, il mange de l'antisionisme au petit-déj.
Et c'est bien pour ça qu'il a fait monter le Hamas. Et ça, je ne vais pas vous le rappeler, mais bon, les sources, c'est Haaretz, Time of Israel, Jerusalem Post. Et donc, c'était le Jerusalem Post ou le Time of Israel, je confonds, qui avait, mais pas Haaretz, c'est ça le plus important, pas un journal d'extrême gauche, qui avait titré pendant des années Netanyahou a propulsé le Hamas et ça nous a pété à la figure, nous, les Israéliens. Ce que beaucoup d'opposants ou à Netanyahou ou d'opposants systématiques à Israël ne comprennent pas, c'est que Netanyahou est le Pokémon qui exploite l'antisionisme à des fins politiques. C'est sa spécialité. Netanyahou a plusieurs forces en matière politique. Sa force absolue, c'est de vendre aux Israéliens « je vous protège », ce qui est objectivement faux, mais bon, quand on est en situation très stressante, quand on est en situation d'alerte permanente, de missiles, de situation de guerre en permanence, on ne peut pas être rationnel, et il le sait très bien. Et Netanyahou arrive à vendre, c'est le principe du pompier pyromane fondamentalement, il crée des situations très dangereuses pour son pays, et ensuite il se présente comme le sauveur. Et les attentats du 7 sont un exemple absolu de ça, où vraiment, c'est en ayant fait monter le Hamas que les attentats du 7 ont eu lieu. Et puis, il y a des trucs beaucoup plus graves, des accusations qui sont portées contre Netanyahou, selon lesquelles il aurait fait délibérément négliger des rapports de renseignement, causant donc, aggravant les attentats du 7. Et ensuite, il arrive, parce qu'il a développé une capacité à être crédible, alors pas pour les familles des otages, qui voient bien, qui voient clair dans son jeu, mais pour la majorité des Israéliens, en particulier les Israéliens de l'étranger, Netanyahou a été capable de développer cette image de marque qu'il est le meilleur protecteur. En quelque sorte, il fait le job. C'est lui qui... ce ne sont pas les autres premiers ministres qui pourraient... C'est pas Naftali Bennett. Non, c'est lui qui est le meilleur protecteur. Et cette triade du pouvoir de Netanyahou, qui est donc d'une part de vendre aux Israéliens « personne ne vous protégera mieux que moi », c'est faux, c'est complètement faux, mais c'est ça qu'il arrive à vendre. Et pour l'instant, la majorité des Israéliens, en particulier d'étrangers, le croient. Deuxièmement, son deuxième pouvoir, c'est cette capacité qu'il a à avoir de très bons contacts avec les réseaux américains, notamment l'AIPAC. Aucun politicien israélien n'a d'aussi bonne relation avec l'AIPAC que Netanyahou. Et ça, il peut le vendre. Il peut dire « Regardez, c'est moi qui vous obtiens une standing ovation au Congrès. C'est pas ce con de Naftali Bennett qui vous aurait obtenu ça. Il n'a pas ce niveau de respect au sein des États-Unis parce que Netanyahou est américain. A grandi aux États-Unis, a profité du réseau parmi la droite américaine, construit par son père. Et ça, il est capable de le vendre politiquement et de l'utiliser comme munition politique, comme moyen de consolider son pouvoir. Donc ça, c'est la deuxième force de Netanyahou. Et sa troisième force, je vous l'ai dit, c'est que aucun politicien israélien n'exploite mieux l'antisionisme que Netanyahou. Ce qui va avec sa première force, qui est de dire « je vous protège ». Et en combinant ces trois, la crédibilité, je ne vais pas dire fantasmée, mais décorum, parce qu'elle est fausse, de dire aux Israéliens, en particulier ceux de l'extérieur « je vous protège ». Là, les liens qu'il a avec les États-Unis, où il peut dire, en situation tendue, c'est moi qui suis le meilleur pour mobiliser l'allié américain. Aucun autre politicien israélien ne sait mobiliser l'allié américain mieux que moi. Donc c'est à moi d'être au pouvoir en situation de crise. Et droit, l'antisionisme nous menace et je vous en protégerai mieux que les autres. Et grâce à l'antisionisme, je vais pouvoir imposer mon agenda politique, Netanyahou, à savoir le sionisme révisionniste, qui n'a jamais été majoritaire en Israël. Jamais. Et comme je vous l'ai dit, il y a même une période où le sionisme révisionniste était sous enquête en Israël, était allé en prison. Je rappelle que c'est un sioniste révisionniste qui a tué Yitzhak Rabin. Et il y a une époque où les réseaux du sionisme révisionnisme et du kahanisme, qui y est lié bien sûr, étaient sous enquête par des juges israéliens et pour terrorisme dans les années 90. Et donc, Netanyahou a toujours su qu'il ne pourrait jamais mainstream, normaliser le sionisme révisionniste autrement qu'avec une succession de crises majeures. Et que dans ces crises majeures, si en face de lui, il avait un antisionisme menaçant que lui pourrait instrumentaliser politiquement,
pour consolider sa base électorale en disant: «Regardez, je vous protège, il y a le méchant antisionisme à l'extérieur qui nous menace, je vous protège mieux que tout le monde du méchant antisionisme». Et ben, de cette façon-là, il pourrait imposer le sionisme révisionniste comme le sionisme le plus mainstream en Israël. Et j'ai malheureusement envie de vous dire qu'il est à 2 doigts d'y arriver. Que, pour l'instant, c'est ce qu'il a obtenu. Et évidemment, la solution à 2 États, qui est l'ennemi juré du sionisme révisionniste, mais qui était complètement envisageable pour le sionisme travailliste, qui n'existe plus politiquement aujourd'hui quasiment, hein, sauf chez Haaretz, eh bien, a aussi complètement disparu. Voilà mon analyse pour l'instant de la situation. Bien sûr, on est dans une situation d'escalade majeure et c'est pas du tout dans l'intérêt du Liban d'y aller, mais c'est pas du tout en vrai, c'est pas du tout dans l'intérêt d'Israël non plus d'y aller. Pas du tout. Parce que, vous savez, en matière militaire, en matière géopolitique, il faut poser des questions simples. Et les questions simples qu'on doit poser, par exemple, quand vous avez eu l'Afghanistan, la question simple à poser, c'était: pourquoi réussiriez-vous, les Américains, là où les Russes ont échoué? Simple, question simple. D'ailleurs, elle est tellement simple qu'elle a été posée par les Guignols de l'info dans un sketch où c'est un sketch très marrant où ils prennent George Bush. Et vous savez, George Bush, il a été pilote de chasse dans la garde nationale. Donc, ils font: «Ah, regardez, on a trouvé son casque de la garde nationale». Et dans son casque, il a laissé son cerveau, en fait. Parce que bon, faut être quand même passablement intelligent pour piloter un avion de chasse. Donc, dans son casque, il a laissé son cerveau. Alors, on voit Monsieur Sylvestre, son assistant, qui lui met son casque sur la tête. Et là, d'un coup, Bush redevient intelligent. Et évidemment, il lui pose plein de questions, en disant que, par exemple: «Qu'est-ce que tu penses d'aller en Afghanistan?» Et il dit: «Mais l'Afghanistan, mais c'est une folie. Je ne vois pas pourquoi nous réussirions là où les Russes ont échoué». Et c'est simple, c'est clair, c'est limpide. Vous pouvez prendre toutes les conneries possibles et imaginables qui ont été dites par la presse de l'époque pour justifier la guerre en Afghanistan. Vous pouvez prendre toute la désinformation, parce que vous savez très bien que c'est de la désinformation. Ce brouillard était pénétré par cette simple lumière qui était la question basique: pourquoi Washington réussirait là où Moscou a échoué? Alors qu'à l'époque de la guerre en Afghanistan, Moscou, l'Union soviétique, avait une frontière avec l'Afghanistan. Et que les Américains n'en ont pas et devaient donc passer par le Pakistan, avec des chaînes logistiques très complexes. Et c'est la même question simple qui doit être posée et qui doit percer le brouillard aujourd'hui de l'ignorance politique et des plans machiavéliques, il faut bien le dire, de Netanyahou, dans lesquels il essaie d'embarquer sa population, qui sont: pourquoi Israël réussirait là où il a échoué en 2006? Et la réponse, c'est pour rien. Il n'y a pas d'amélioration du rapport de force en faveur d'Israël par rapport à 2006. D'abord, en 2006, l'armée israélienne était plus entraînée, davantage sur le pied de guerre. Elle n'avait pas une situation catastrophique à Gaza pour elle dans son dos. Elle n'avait pas un Iran aussi dangereux que maintenant et aussi équipé. Elle n'avait pas une Russie aussi déterminée qu'aujourd'hui. Et elle n'avait certainement pas un Hezbollah qui s'était enterré, avait consolidé ses positions. Les dépôts de munitions, c'est bien, mais il y a des bunkers, des souterrains, des tunnels bien au-delà de Gaza. Le Hezbollah s'est fortifié, s'est retranché dans le Liban. Et d'un point de vue purement politique, pour les 3000 blessés peut-être qui ont été faits par l'opération des Beepers, je ne serais pas surpris qu'ils aient déjà 5000 candidats pour les remplacer. Donc, c'est pas du tout intelligent, mais ça procède du programme que Netanyahou veut appliquer et dont il sait, et je vous le répète octogone après octogone, que ce programme ne pourrait pas passer par les urnes et ne pourrait pas passer par une consultation politique. Donc, pour cette dépêche, je vous répète vraiment une dernière fois cette déclaration d'une mère d'un des otages du Hamas à Gaza dans Haaretz. Nous avons averti qu'il fallait soit un accord, soit une escalade régionale et que le retour des otages devait être la priorité absolue. Mais maintenant, tout le monde voit que Netanyahou a choisi l'escalade régionale et a décidé de sacrifier les otages
sur l'autel de la préservation de son pouvoir. C'est tout à fait exact. Et je termine, pédagogie pour la répétition. Les 3 forces spéciales du Pokémon Netanyahou, c'est être capable de pipoter les Israéliens en leur disant qu'ils les protègent, ce qui est faux. 2, d'être capable de pipoter les Israéliens en leur disant personne ne maîtrise les États-Unis autant que moi. C'est pas 100% du pipeau sur ce coup-là, parce que les liens qu'il a avec l'AIPAC sont très très spéciaux. Et d'exploiter politiquement l'antisionisme. Personne n'exploite l'antisionisme aussi bien, aussi magistralement que Netanyahou dans la politique israélienne. Et même des types beaucoup plus fêlés que lui, comme Ben Gvir, n'exploitent pas, ne savent pas, par bêtise, exploiter politiquement l'antisionisme. Netanyahou, lui, c'est son fonds de commerce. Il a besoin qu'un antisionisme menaçant existe pour pouvoir vendre le sionisme révisionniste comme seul moyen de protéger Israël. Et il y arrive très bien. Et il a, aujourd'hui, il a fait du sionisme révisionniste quasiment une version mainstream dans la politique israélienne. Il est à 2 doigts, en tout cas, si ce n'est pas complètement le cas, il est à 2 doigts. Et pour que ce soit complètement le cas, il a besoin d'une escalade régionale qui va remodeler les frontières dans la zone. Et il est en train de se donner les moyens d'y parvenir. Alors, dépêche suivante. 2 fabricants asiatiques visés dans les enquêtes sur les explosions des appareils de télétransmission du Hezbollah. C'est la dépêche qui mettait exposition. Une délégation libanaise révèle que les appareils de communication ayant explosé les 17 et 18 septembre avaient été piégés avant leur entrée au Liban, déclenchés selon les enquêteurs par l'envoi d'emails. Depuis ces explosions de beepers et talkie-walkie utilisés par le Hezbollah causant, alors ça dit 20 morts, c'était moins de 20 morts que j'avais vu, bon là ça dit 450 blessés, la dépêche n'est pas à jour, c'est plutôt de l'ordre de 2000-3000. 2 fabricants asiatiques ont été mis en cause, niant toutefois avoir participé à cette attaque, et ils ont bien raison, puisque c'était des produits qu'ils faisaient fabriquer sous licence. La société japonaise Icom a évoqué qu'il pourrait s'agir de modèles abandonnés avec des batteries modifiées sans exclure la possibilité de contrefaçon. Oui, Icom avait montré que les hologrammes qui permettaient d'authentifier ces appareils n'étaient pas présents quand on les ouvrait sur les batteries. De son côté, l'entreprise taïwanaise Golden Apollo a nié toute implication, affirmant que la société hongroise Back Consulting KFT avait produit et vendu ces appareils sous licence. On a bien vu par la suite que Back Consulting KFT, c'était un seul employé à Budapest, et que donc, très certainement, en tout cas, c'est le point de vue du CF2R et d'Éric Denessé, très certainement, ça avait été fait en Israël. Néanmoins, un article du magazine taïwanais Tanxia, datant de 2011, révélait que Golden Apollo avait conquis le FBI avec ses talkie-walkie. Le texte soulignait que le développement du marché de Golden Apollo s'est presque entièrement réalisé grâce à la coopération avec des agents à l'étranger, ce qui lui a permis de remporter à plusieurs reprises des contrats avec le FBI américain, ajoutant que la demande se concentre principalement dans le secteur du renseignement, de la lutte contre les incendies, de la défense nationale et d'autres unités en Europe et aux États-Unis. On n'en apprendra pas plus. Alors, dernière minute aussi. La Russie, donc, Vuhledar en Ukraine est sur le point de tomber. Vuhledar, c'est 15 000 habitants, hein, donc c'est 3 fois plus que Souja, laquelle a été évacuée. Cela dit, Vuhledar aussi a été évacuée, mais ça vous donne une idée de la taille du centre urbain. Et dans les nouvelles de dernière minute, Telegram va partager les adresses IP. Et ça y est, Pavel Durov s'est couché. C'était prévisible puisque son arrestation avait évidemment ce but-là. Et voilà, Telegram a dit qu'il allait partager toutes les adresses IP. L'armée ukrainienne affirme avoir frappé 2 dépôts militaires en Russie. Ça, c'était la grande explosion. Les autorités locales ont décrété une situation d'urgence après qu'une attaque de drone a provoqué un incendie touchant des objets explosifs à Tikhoretsk, une ville du sud-ouest de la Russie, entraînant l'évacuation de 1200 habitants. Kiev revendique avoir frappé 2 dépôts d'armes dans la zone, indiquant qu'il s'agissait de l'une des 3 plus grandes bases de stockage de munitions en Russie et un lieu clé pour la logistique des troupes russes. Parallèlement, Moscou a affirmé avoir mené dans la nuit une attaque contre les installations énergétiques qui soutiennent le travail des entreprises du complexe militaro-industriel en Kryvyi Rih en Ukraine, qui aurait provoqué la mort d'un garçon de 12 ans et 2 femmes âgées de 75 et 79 ans, selon les autorités ukrainiennes.
Lavrov menace d'une ligne rouge. Lors d'une récente interview sur la chaîne Sky News Arabia, le ministre russe des Affaires étrangères a averti que les armes nucléaires de Moscou sont en pleine préparation au combat. Nous parlons de ligne rouge en espérant que nos évaluations et déclarations seront entendues par des personnes intelligentes et responsables. Il n'est pas sérieux de dire que si demain vous ne faites pas ce que je vous demande, nous appuierons sur le bouton rouge. Je suis convaincu que dans de telles situations, les décideurs comprennent ce dont nous parlons. Personne ne veut une guerre nucléaire, a déclaré Sergueï Lavrov. Alors, cependant, Kaja Kallas, la chef de la diplomatie aujourd'hui européenne, qui est estonienne et profondément anti-russe, n'est pas particulièrement un choix adapté à une désescalade avec la Russie. Et vous avez bien vu que quand le Parlement européen a décidé la Commission européenne, a décidé de se prononcer sur la question de l'autorisation des frappes en profondeur vers la Russie, elle a adopté une position tout à fait hawkish, faucon plutôt que colombe. Après, la diplomatie russe est intervenue pays par pays pour essayer de revenir en arrière, notamment en Italie, ce qui fait que le chef de la diplomatie italienne a refusé d'autoriser les frappes en profondeur sur le territoire russe. C'est bien que l'ambassadeur de Russie en Italie est intervenu pour livrer un message de nature à convaincre le président du Conseil italien de ne pas déconner outre mesure. Donc, cependant, aujourd'hui, on est vraiment dans une situation d'escalade. J'en profite aussi pour décrire un autre point que j'avais oublié de mentionner dans l'escalade côté Israël-Hezbollah, à savoir que les États-Unis auraient pu sans doute préparer une intervention de type protocole de Sèvres. Donc pendant la crise de Suez, dans les années 50, qui est vraiment, il faut se rappeler que c'est la crise de Suez qui crée vraiment, qui stabilise le conflit israélo-arabe. Vous avez un conflit israélo-palestinien, évidemment dès le début en 1947, mais là où ça devient un conflit israélo-arabe, c'est pendant la crise de Suez, parce que la crise de Suez amène Israël à se mettre dans le camp des pays coloniaux, la France et le Royaume-Uni. Et le protocole de Sèvres était que Israël, la France et le Royaume-Uni s'étaient mis d'accord à Sèvres, avait signé un protocole secret dans lequel Israël devait, devant les Nations Unies, poser un ultimatum à l'Égypte pour les Fédayines au Sinaï, donc des groupes armés qui prétendument interféreraient avec les intérêts israéliens. Et Israël devait poser un ultimatum à l'Égypte, ultimatum que l'Égypte ne pourrait pas honorer. Et la France et le Royaume-Uni seraient intervenus comme neutres, alors qu'ils étaient alliés par le protocole de Sèvres à Israël, auraient dû intervenir d'une façon comme force neutre en Égypte, devant le canal de Suez. Et il est possible que l'intervention américaine soit de cette nature-là, c'est-à-dire que Israël fixe un ultimatum impossible à tenir pour le Liban et que les États-Unis se posent en garant de la paix dans la région, mais se retrouvent du coup à combattre aux côtés d'Israël face au Liban. Et puis un accident est vite arrivé, pourquoi pas, contre la Syrie et contre l'Iran. Et je pense que c'est le genre de plan qui pourrait être mis en place par Netanyahou. Dépêche suivante, l'armée ukrainienne affirme avoir frappé 2 dépôts de munitions, ça c'est fait. Dépêche suivante, le Parlement européen appelle à lever les restrictions d'usage des armes occidentales par l'Ukraine. Réunis en session plénière, les députés européens ont estimé ce jeudi, dans une résolution adoptée à une large majorité du Parlement, que les restrictions à l'usage des armes occidentales contre des cibles situées en Russie entravent la capacité de l'Ukraine à exercer pleinement son droit à la légitime défense et exposent la population et les infrastructures de l'Ukraine aux attaques. La résolution réclame aussi aux États membres d'augmenter leur financement et l'aide humanitaire en faveur de Kiev, jugeant, je cite, insuffisante l'assistance militaire apportée jusqu'ici. Je cite toujours, ce que demande le Parlement européen conduit à une guerre mondiale avec des armes nucléaires, a réagi sur Telegram le président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, Vyacheslav Volodine. Pour votre information,
c'est toujours Volodine qui parle. La durée de vol d'un missile Sarmat jusqu'à Strasbourg, siège du Parlement européen, n'est que de 3 minutes et 20 secondes. Bon, on ne peut pas faire mieux en termes de rhétorique et d'escalade. Et même pendant la guerre froide, évidemment, on n'avait pas des dingueries de ce genre, hein. On n'avait pas à un moment donné le président de la Douma qui disait nos missiles sont braqués sur Strasbourg. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça n'est jamais arrivé de toute la guerre froide. Alors en matière nucléaire, on aime bien dire que chien qui aboie ne mord pas et que c'est mieux, un peu comme pour le téléphone rouge si vous voulez, que c'est mieux de parler publiquement que de laisser la tension s'accumuler et dégénérer en une frappe nucléaire. Surprise. Mais bon, cette rhétorique n'a jamais été atteinte pendant toute la guerre froide, y compris pendant la crise des missiles de Cuba, y compris pendant l'exercice Able Archer de 83. Lors de sa visite à Kiev, Ursula von der Leyen a annoncé un prêt européen de 35 milliards d'euros à l'Ukraine, un engagement censé représenter la part de l'UE dans le plan du G7 visant à lever 50 milliards de dollars grâce aux bénéfices des avoirs russes gelés, donc ce sont les intérêts et les dividendes des avoirs russes gelés. Et puis, donc ensuite, dépêche suivante, l'Ukraine a menacé l'Iran pour avoir fourni des armes à la Russie. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a averti le 7 septembre que la fourniture de missiles balistiques par l'Iran à la Russie aurait des conséquences dévastatrices sur les relations bilatérales entre les deux pays. Cette déclaration fait suite à des rapports indiquant qu'un envoi de 200 missiles FAT-360 iraniens d'une portée de 120 km aurait été livré à un port de la mer Caspienne le 4 septembre. Oui, la mer Caspienne qui est bien sûr la mer par laquelle transitent les fournitures d'armes iraniennes vers la Russie et vice-versa. Ces missiles pourraient être utilisés contre des cibles militaires en Ukraine, telles que des centres logistiques, des dépôts de carburant, mais aussi des centrales électriques. Ce que font les Russes aujourd'hui, le prochain hiver va être particulièrement rude pour les Ukrainiens, et ils le savent. Le 10 septembre, Anthony Blinken a soutenu que la Russie, je cite, utilisera ces missiles probablement en Ukraine dans les prochaines semaines. Bon, il ne se mouille pas, hein, probablement en Ukraine. Bah, bien sûr que c'est en Ukraine. Pourquoi voulez-vous qu'ils utilisent ces missiles ? Ajoutant que cela représenterait une menace pour toute l'Europe, bah non, ils ont une portée de 120 km, donc non, ça ne représente pas une menace pour toute l'Europe, et démontrait l'influence déstabilisatrice de l'Iran au-delà du Moyen-Orient. Des sources diplomatiques rapportées par Reuters indiquent cependant que l'Iran pourrait avoir retenu de livrer des lanceurs mobiles afin d'encourager des négociations avec l'Occident. Bon. Alors, je vais faire un spécial avec Pierre-Yves Rougeron sur la nomination du nouveau gouvernement, donc je ne vous en parle pas dans cet octogone. On va le terminer ici donc pour l'instant. Et on va passer donc maintenant à la version de l'octogone réservée aux abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Et je vous en remercie. On va continuer à sortir de la nouvelle masterclass. J'en ai des belles qui vont tomber dans quelques mois. Et merci de nous permettre de faire cette information libre. Et ce travail de journaliste citoyen, vous voyez bien que c'est devenu un travail nécessaire. Donc je remercie tous les abonnés de Scandaria pour nous permettre de faire cet octogone.